Vraiment, merci Eric et Renaud de votre présence au Café Nil. Ça nous a semblé extrêmement intéressant sur un projet très concret de vous donner la parole à l'heure où les métiers évoluent, les pratiques évoluent, les organisations évoluent. On espère que le Conseil national de la refondation va faire vraiment bouger les lignes parce que le système en a bien besoin et tous les acteurs en ont besoin. Et on a décidé justement de donner la parole à des acteurs comme vous, qui êtes également, en même temps, je dirais, sur le côté politique et syndical très impliqués, et en même temps, qui êtes des hommes de terrain, parce qu'on parle beaucoup en théorie, mais quelquefois, il est extrêmement important de se rappeler l'action que l'on mène sur le terrain pour pouvoir en tirer des enseignements. C'est peut-être une chose qu'on ne fait pas suffisamment en France. Et à propos de cette CPTS, Eric, que tu as bâtie, on voulait savoir, on voulait s'intéresser au fait de savoir comment le pharmacien peut s'intégrer dans cet ensemble, peut créer lui-même et amener avec lui un certain nombre de confrères et d'autres professionnels de santé pour faire en sorte que ces communautés professionnelles de santé au sein des territoires soient des échelons efficients pour la population. Tout le monde sait les problèmes qu'on a en termes d'accès, en termes de dispensation de médicaments, en termes d'organisation, de coordination entre les acteurs. Donc, vraiment, merci d'avoir accepté de nous donner de prendre la parole pour nous donner votre avis sur ces questions. Renaud, tout de suite, pour commencer, j'aimerais, si c'est possible, que tu nous rappelles on va dire, quelques grandes données ou quelques aspects généraux qui vont traverser justement tous ces projets de CPTS. Comment ça peut s'articuler avec l'URPS, par exemple, puisque tu es président de l'URPS Île-de-France au niveau des pharmaciens, et puis comment on va pouvoir créer cette interprofessionnalité qui est certainement l'une des solutions, en tout cas, du maillage territorial et de l'accès pour les malades aux questions de santé. Je te passe la parole pour que tu puisses nous éclairer sur ces sujets. Ah, ton micro est en mute. Ben, on m'a demandé de couper le micro, j'ai coupé le micro. Bonjour, bonjour à tous. Donc, effectivement, CPTS, communauté de professionnels du territoire de santé. Donc, encore une fois, une définition large avec des objectifs qui sont fixés à chaque CPTS. Je suis vice-président de ma propre CPTS, de mon territoire, bien évidemment, et que là, on voit que il faut répondre à un certain nombre de notions socles. C'est-à-dire qu'il faut une réponse rapide à tout le territoire. Il faut sortir de la patientèle et avoir vraiment une notion de territoire et de besoin des personnes sur un territoire. Et de proximité. Je crois que c'est très important de parler de cette proximité qui est sans aucun doute la clé de voûte. Alors, le triage, c'est-à-dire ce qui est urgent, ce qui ne l'est pas, de façon à pouvoir garder le maximum de ressources pour les personnes. La notion de l'urgence, donc un rôle et une possibilité de coupe-fil, c'est-à-dire avoir une réponse immédiate à une question. Pas plus tard qu'hier, on a abordé un sujet à l'URPS et que finalement, à travers quelques éléments simples, des questions, des photos, on peut, avec des structures, passer déjà, avoir sa propre vision des choses et demander l'expertise de ceux qui sont plus spécialisés et qui sont plus pour, comment dire, accéder à ce besoin et avoir une réponse rapide et immédiate. La personne en question, en 3 clics et un coup de fil, a eu un rendez-vous qu'il n'arrivait pas à avoir, notamment chez un dermatologue,
avec des rendez-vous que l'on sait souvent longs et un vrai parcours de combattant. Décloisonner. Décloisonner, c'est-à-dire que l'on soit réellement dans une relation entre professionnels de santé et que il n'y a pas les plus et les moins, on est tous ensemble au bénéfice du patient, et ça, je crois que c'est particulièrement important. Structurer les parcours de soins, ça aussi, c'est un vrai sujet. Tous les professionnels doivent participer à cette structuration du parcours de soins. Alors, pourquoi la pharmacie? Parce que la pharmacie, je crois que c'est le seul professionnel de santé avec lequel on ne prend pas rendez-vous, sauf des cas d'exception dans des entretiens bien spécifiques qui nécessitent du temps. Voilà. Voilà. La pharmacie, c'est une répartition sur le territoire particulièrement homogène. La pharmacie, c'est 4 millions de passages jour. 4 millions de passages jour, notamment avec plus de la moitié qui eux-mêmes n'ont pas de pathologie. Ils viennent pour les voisins, les cousins, les parents, les enfants. Et donc, on voit bien le champ du possible là pour des missions importantes telles que le dépistage, l'éducation à la santé et aussi le conseil que le pharmacien a toujours donné. Mais par contre, on est dans un contexte social, c'est-à-dire il ne faut pas risquer de faire une santé à deux vitesses, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens d'accéder à ce plus que le pharmacien est en capacité, a été en capacité, est en capacité et sera en capacité d'apporter comme solution, mais une véritable prise en charge du patient en excluant autant que faire se peut le côté coût. Les soins non programmés et le premier recours, nous y avons participé depuis toujours. Qui n'est pas tombé de son vélo et qu'on a été voir en premier le pharmacien du coin pour faire un pansement ou éventuellement identifier peut-être une lésion plus importante. Il faut souligner cette action-là et il ne faudrait pas que l'on mette notamment le pharmacien dans une situation de ne plus apporter ce service qui est un véritable service. Il faut reconnaître aussi l'acte et donc, comme je l'ai dit, le remboursement ou au moins la prise en charge de cet acte qui est du temps. Et le temps, l'adage le dit bien, c'est de l'argent pour tout le monde. Et il faut aussi que le pharmacien aujourd'hui soit dans cette démarche-là. Le pharmacien peut aussi faire gagner du temps médical. C'est aujourd'hui quand même la denrée la plus rare. On le voit bien, avec des rendez-vous qui peuvent s'échelonner entre quelques jours, 15 jours, et plusieurs mois. Je vais donner l'exemple de Montréal, avec notamment des épidémies de gastro. Et ben, partout c'est affiché, n'allez pas aux urgences, ne consultez pas, allez voir votre pharmacien, et effectivement, le pharmacien est parfaitement en capacité, avec un protocole prédéterminé et avec probablement des produits bien ciblés, de soigner au moins le premier recours de cet accès à travers les médicaments souhaités. Ce qui est important aussi, il faut qu'il y ait le contact entre les différents professionnels au sein de cette CPTS, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un des professionnels a fait un acte, il faut que les autres le sachent de façon qu'on ne recommence pas les mêmes choses et que l'on ait une vision la plus large possible du besoin du patient, bien sûr le tout avec des outils sécurité et dans le respect de la confidentialité des données de chaque individu, c'est-à-dire s'adresser à son cercle de soins et avoir cette première étape
de franchie qui nécessitera peut-être une consultation d'urgence chez un médecin, chez un kiné, chez une sage-femme, auprès le besoin d'avoir une infirmière. Enfin bref, il faut que tout ça, on l'a fait pendant la crise Covid. Hein. Il y a eu tout ça. Et avant d'ailleurs aussi. Mais aujourd'hui, on l'inscrit dans le marbre et dans une structure qui s'appelle une CPTS. Le micro. Tu vois, comme quoi, même moi, je me fais piéger par le micro. Je te remerciais justement pour ce cadrage général sur le rôle du pharmacien et la contribution qu'il peut apporter au niveau des CPTS. Et justement, en ce qui concerne les CPTS, Eric, tu viens d'en créer une, donc sur Paris 8e. Est-ce que tu peux nous parler plus concrètement de ce projet, la façon dont vous l'avez monté et son ambition pour faire en sorte qu'il puisse apporter les services nécessaires à la population? Bonjour, avec grand plaisir. Donc je vais essayer de ne pas être trop long. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'interrompre. Donc, alors, la CPTS, je ne l'ai pas montée. Une CPTS, ça se monte à plusieurs professionnels de santé et il se trouve que là, ça aussi, c'est la première des choses qu'il faut faire. Si vous mourrez d'envie de monter une CPTS, d'abord, c'est de trouver des professionnels de santé qui vont vous accompagner et ensuite d'aller voir votre ARS qui va vous dire un petit peu comment ça se passe. Nous, pour faire simple, c'est un peu la partie qui m'a un peu fait sourire, c'est que je travaille assez bien avec un centre médical qui se trouve juste en face de la pharmacie, mais Paris est ainsi fait. Ma pharmacie est dans le 8e, le centre médical est dans le 9e. Donc, quand nous sommes allés voir l'ARS pour dire qu'on aurait d'envie de monter une CPTS pour essayer de travailler encore mieux ensemble, l'ARS nous a dit bah non, c'est pas possible. À Paris, on a décidé de le faire par arrondissement. Donc, finalement, ça a été un mal pour un bien. On a dû trouver d'autres partenaires et j'ai eu la chance d'aller chercher deux amis médecin, une personne qui s'occupe du centre et la santé et un grand copain cardiologue. Et on s'est dit, on va monter une CPTS entre nous parce qu'on avait à peu près la même vision du soin et de la prévention. On partait du principe que pour que ce soit efficace, il fallait qu'on soit plutôt fort en prévention. Et ensuite, on a décidé de construire cette CPTS. Alors, la première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'une CPTS, ça se construit autour d'un territoire. Et là, c'est premier choc, en fait. Ça fait 15 ans que je travaille dans ce territoire et j'ai appris des choses incroyables sur ce territoire que je ne connaissais peut-être pas si bien que ça, finalement. Et j'ai fait des découvertes. Première chose qu'on a appris, c'est que le 8e arrondissement représente un peu moins de 2% de la population parisienne. Mais dans cette population, il y a tout de même 20% d'immigrés. On a vraiment, c'est l'arrondissement avec le plus grand nombre de contrastes qu'on peut trouver dans tout Paris. Et donc ça, c'est un point qu'on se devait de garder à cœur dans le montage de nos projets, pour que quels que soient nos projets de santé, ils restent accessibles à tous. Et donc ça, c'était très important. C'est un arrondissement qui est vraiment un arrondissement de passage. Et ça pose vraiment des questions aussi sur le financement des CPTS, car les CPTS sont financés, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Je pense que quand il y a des bonnes nouvelles, il faut le dire. C'est intéressant d'avoir de la part de l'État, de la CPAM et d'ARS de l'argent qui est mis à disposition pour construire des projets de santé. C'est-à-dire que pour une fois, quand vous êtes entre professionnels de santé et que vous voulez travailler ensemble, vous êtes accompagnés. C'est quand même une bonne chose, donc ça, je tenais à le souligner. Mais le 8e arrondissement, c'est 36 000 habitants, 240 000 salariés tous les jours, et la gare Saint-Lazare, qui est juste en bas de ma rue, c'est 400 000 passages jour. Donc là aussi, comment est-ce qu'on peut répondre aux besoins de santé d'une population seulement résidente et laisser à part la population travaillante et circulante? Ça, ce n'était pas possible. Donc il fallait aussi qu'on en tienne compte dans nos projets. Et ça a été une de nos complexités, on va dire. Mais on a essayé de s'en affranchir. Après, quand vous analysez votre arrondissement, vous vous rendez compte, enfin votre territoire, hein, je parle d'arrondissement parce que c'est très parisien, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de travailler à l'échelle du territoire. On avait des chiffres effrayants, on avait un chiffre assez effrayant. On a en fait presque 2 fois plus de population qui n'a pas de médecin traitant dans notre arrondissement par rapport à la moyenne nationale. Donc ça, c'était vraiment un des fers de lance de notre CPTS dans ses premières années de travail. On avait un chiffre de mortalité infantile à 4,8 pour 1000 qui est supérieur à la moyenne nationale. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne savait pas. Et donc, en creusant, on s'est rendu compte que la PMI avait été fermée il y a 3 ans, qu'il y avait des difficultés d'accès pour les populations précaires à des soins autour de la périnatalité. Donc, vous le verrez, un des premiers projets qu'on a lancé, grâce, ça je les remercie encore, à 2 de nos 5 sages-femmes de l'arrondissement qui sont très impliquées, un vrai projet autour de la périnatalité. Et puis après, bien évidemment, on a
fait le ranking de la prévalence des ALD les plus fréquentes sur le territoire et on y retrouve un peu partout en France, mais enfin c'était sur notre territoire, cancer, diabète et affections coronaires, affections psychiatriques, insuffisance cardiaque et VIH. Donc là aussi, on a utilisé ces données de santé propres à notre territoire pour monter nos parcours vraiment spécifiques là-dessus. Autre information qu'il faut savoir, le 8e arrondissement est le seul territoire parisien qui n'a aucun hôpital, aucune structure d'urgence. Nous avons sur le papier 4 cliniques, mais en fait 2 cliniques de santé et 2 cliniques de chirurgie esthétique. Ce n'est pas exactement la même chose pour un parcours de soins. Et nous avons un arrondissement qui apparaît comme étant très très riche en professionnels de santé. On est plus de 1000, ce qui est plutôt intéressant. Et ça a été le premier travail qu'il a fallu faire, c'est en fait un peu défricher toutes ces données que nous a données l'assurance maladie sur l'ensemble des professionnels de santé pour essayer d'y voir plus clair. Et là aussi, nous sommes allés de surprise en surprise. Sur ces 1000 professionnels de santé, on partait avec un territoire qui paraissait très très sympa, parce qu'on a 560 médecins. Sur ces 560 médecins, il y a 420 spécialistes et 140 généralistes. Les 140 généralistes, une fois que la CPTS a été montée, qu'on a eu la chance d'avoir, je le dis parce que ça c'est important, une excellente infirmière en pratique avancée qui est notre coordinatrice, on a travaillé le fichier pour appeler l'ensemble des médecins et faire le point avec eux. 6 mois après, parce que c'est très long, ça prend beaucoup de temps, ça c'est un petit peu un des points qu'il faudrait revoir avec l'assurance maladie et l'ARS. La sécurisation des données de santé et d'accès aux professionnels de santé fait qu'en fait, on est obligé de tout refaire. On a des dossiers où on a juste comme un annuaire, on n'a absolument pas de portable, on n'a pas de mail. Donc, joindre l'ensemble des professionnels de santé pour construire un réseau est, à mes yeux, un peu trop chronophage, alors qu'on pourrait quand même faire des choses un peu plus efficientes. Toujours est-il que sur ces 140 médecins généralistes, tous très sympathiques, si on retire ceux qui ne répondent pas, ceux qui sont décédés, ceux qui ne font que de la chirurgie esthétique, il nous est resté 45 généralistes. 45 généralistes qui étaient encore en capacité potentiellement de prendre des médecins traitants, 21 en secteur 1, 19 en secteur 2 et 5 non conventionnés. Donc déjà, c'est quand même pas la même chose, quoi. Quand on vous dit vous avez 560 médecins et qu'à la fin vous finissez avec 20 médecins, 22 médecins généralistes en secteur 1, c'est pas tout à fait pareil. Néanmoins, nous sommes un arrondissement contrasté et heureusement, on a une partie de nos patients qui n'ont pas de difficulté à choisir un médecin traitant secteur 2 ou non conventionné. Donc, l'idée, c'était de garder toutes ces données en tête pour avancer sereinement. Donc, bien évidemment, les priorités de la première... Alors, ce que je vais appeler la première année est une fausse première année, parce que la vraie première année, c'était l'année Covid. Donc, bien évidemment, nous avons énormément travaillé avec le centre de vaccination. Et là aussi, je donne juste un chiffre pour comprendre l'impact du passage de l'arrondissement. Je vous l'ai dit, nous sommes moins de 36 000 habitants. Donc, si on fait un petit peu abstraction des enfants, on aurait pu s'attendre à faire une certain nombre de vaccinations. On a fait plus de 80 000 vaccinations, c'est-à-dire largement plus que toute la population, ce qui est logique. Nous sommes un lieu de passage. Tout ce qui est l'accès aux soins non programmés, l'accès aux médecins traitants, tout ça, bien évidemment, a été construit de façon efficiente par notre coordinatrice, à l'aide, bien évidemment, de sites Internet adaptés qui permettaient aux patients, s'ils le souhaitaient, de trouver par eux-mêmes un médecin traitant, avec aussi les coordonnées de la coordinatrice qui permet de trouver un médecin traitant. Et ça, en tant que pharmacien au quotidien, au comptoir, c'est une chance énorme quand vous avez un patient qui arrive et qui vous dit « je n'ai plus de médecin traitant, il part à la retraite ». Là aussi, je ne reviendrai pas sur la pyramide des âges des médecins de notre arrondissement. Il faut savoir que 61% des médecins de l'arrondissement ont plus de 60 ans et 42% plus de 65. Donc, on n'a déjà pas beaucoup de médecins, mais on va en prendre soin parce qu'on ne va pas en avoir beaucoup dans les années à venir. Donc, toujours est-il que le fait d'avoir une coordinatrice qui permet, quand vous avez un patient qui n'a pas de médecin traitant, de mener cette recherche et de répondre aux patients, ça, c'est extraordinaire. Moi, au quotidien, en tant que pharmacien, ça me déleste d'un temps de recherche et d'accompagnement pour le patient qui est extraordinaire. Et donc, sur l'année 2022, nous avons pu répondre à 100% des besoins remontés de médecins traitants. L'accès aux soins non programmés et la participation au SAS ne se fait pas exclusivement à la hauteur de notre territoire. Tout ça est regroupé en inter-CPTS au niveau de Paris, parce que c'est quand même plus logique d'avoir une structure qui se mette en place à ce niveau-là. Bien évidemment, notre rôle est de continuer à motiver nos professionnels de santé locaux à participer à ce SAS et à ces soins non programmés. Nous avons ensuite mis en place plusieurs parcours de soins pluriprofessionnels
bien évidemment autour de ce qu'on a obtenu dans notre analyse populationnelle. Comme je vous l'avais dit, dans les pathologies les plus importantes, il y avait le diabète. Nous avons donc décidé de monter un parcours de soins d'accompagnement autour des patients souffrant de diabète. Et là aussi, de permettre aux patients qui n'en ont pas toujours les moyens de bénéficier d'un accompagnement beaucoup plus précis et beaucoup plus spécifique. Aujourd'hui, quand un patient souffre de diabète et souhaite aller plus loin dans sa formation et dans sa maîtrise de sa pathologie, il suffit d'en faire part à un des professionnels de santé de l'arrondissement qui va envoyer ce patient auprès de notre infirmière coordinatrice, laquelle fera un bilan d'entretien et en fonction du bilan d'entretien, pourra proposer à ce même patient d'avoir accès soit à un kiné coach APA, donc en activité physique adaptée, soit à une psychologue clinicienne, soit à une nutritionniste diététicienne. Et donc, la CPTS accompagne les patients dans ce parcours sur 4 à 6 mois, ce qui leur permet ainsi d'avoir une bien meilleure prise en charge, connaissance et maîtrise de leur diabète. En 2022, nous avons ainsi pu accompagner 11 patients, pas énorme, mais c'est un début, il fallait bien lancer. Et depuis le début de l'année, nous avons déjà 15 patients inscrits qui participent au programme. Un des médecins très actifs dans la CPTS était très impliqué aussi dans la gestion et la prise en charge des patients souffrant de pathologies psychiatriques et psychologiques. Et là, les études que nous avons pu lire et la revue de la littérature que nous avons faite nous ont démontré qu'il y a souvent une corrélation entre atteinte psychologique et fragilité cardiovasculaire. Nous avons donc mis en place avec le GHU, parce qu'on a la chance quand même d'avoir une structure d'un GHU en psychiatrie au sein de notre arrondissement, une évaluation pour l'ensemble des patients qui passent au GHU pour qu'ils puissent bénéficier d'un bilan complet cardiovasculaire et d'un suivi si nécessaire. Bon, là, on se retrouve avec, il y a 2 notions. La première notion, c'est que pour les 8 patients, nous avons eu la chance d'accompagner, les résultats sont effarants et donc ce parcours est définitivement nécessaire et vital. La deuxième difficulté, c'est que même quand vous essayez d'offrir et de proposer à une structure comme un GHU de récupérer leurs patients pour pouvoir leur faire au sein d'un des partenaires de l'arrondissement la prévention cardiovasculaire complète, donc une demi-journée en fait d'examen, on a beaucoup de mal à trouver des gens pour accompagner ces patients, pour qu'ils puissent sortir du GHU et venir faire les tests. Donc, on essaye de se débrouiller avec les internes de certains des médecins, avec nos étudiants, mais c'est très compliqué. Donc là, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est un peu dommage qu'il y a moyen d'offrir un parcours de soins assez intéressant, mais la frontière entre aller d'un point A à un point B est parfois une limite. Donc ça, c'est un peu difficile. Enfin, le troisième parcours de soins qui n'a pas fini d'être construit parce qu'il est long et compliqué, c'est justement un parcours de soins autour de la périnatalité. Donc, nos 2 sages-femmes hyper impliquées ont déjà réalisé une super soirée de formation avec l'ensemble des professionnels de santé qui sont concernés. Donc là, c'est pareil, c'est un vrai parcours pluripro. L'idée, c'est d'accompagner au mieux l'anté et le post-natal sur les 1000 jours, avec une formation complète sur ce que les sages-femmes peuvent faire et ce qu'elles ne peuvent pas faire parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses et sur lesquelles des généralistes, des pharmaciens, des infirmiers, des kinés ou autres peuvent travailler ensemble pour accompagner un parcours périnatalité optimal. Voilà les grands parcours de santé que nous avons mis. Ensuite, vous allez me dire, OK, mais je suis pharmacien et quel est l'intérêt pour le pharmacien? Le pharmacien, derrière, on a trouvé un rôle surtout dans la prévention, surtout dans l'accompagnement et aussi dans la coordination des soins. Je vais prendre l'exemple simple de la dispensation protocolisée. La dispensation protocolisée, pour ceux qui ne le savent pas, a été rendue possible cet été pour faire face aux mesures de M. Braun pour éviter l'engorgement des urgences, qui était de permettre, je vais juste m'arrêter à la cystite et à l'angine, de permettre, si un médecin délégué auprès d'un pharmacien la capacité à effectuer un test bactérien, en cas de positivité de ce test bactérien, la remise d'un antibiotique au patient dans le cadre de l'angine ou de la cystite, pour faire simple. Mis en place, proposé par Monsieur le ministre le 12 juillet, ces protocoles ont pu être mis en place sur notre territoire dès le 24, puisque tout de suite, nous avons trouvé des médecins qui ont accepté de former des pharmaciens. Et là, c'était hyper intéressant, et j'insiste sur ce point, ça s'est très bien passé parce qu'en fait, chaque médecin a formé le ou les pharmaciens avec lesquels il souhaitait travailler dans le respect de leur pratique. Donc à chaque fois, en fait, on était sûr que cette délégation allait se passer de façon sécurisée, puisque le médecin estimait que comme ça, la pratique allait correspondre à ce sur quoi lui, il aurait insisté par rapport à certains points d'alerte. Et ça permettait aussi, surtout, pour le pharmacien, ce qui est arrivé, quand vous aviez des cas compliqués ou des difficultés, d'être sûr de pouvoir joindre aussi le médecin et d'avoir une réponse adaptée. Ça permet, je me souviens d'un exemple tout bête, une famille vient, les 2 enfants sont assez malades, la maman est inquiète, je fais un TROD d'angine sur le grand qui a 7 ans, définitivement le TROD est positif, on peut lui donner un antibiotique, le petit a 4 ans.
je suis hors protocole, normalement c'est 6 ans. J'appelle le médecin me dit, écoute, je ne suis pas là, c'est samedi, il a le droit, tu le fais et on s'organise. Et ça a permis tout de suite une prise en charge. Donc on a quand même un moyen d'avoir des réactions immédiates par rapport à des besoins de santé simples. Et en 9 mois, on a comme ça plus de 500 consultations qui ont été évitées par la prise en charge immédiate des pharmaciens sur l'angine et la cystite. Sur les parcours de prévention, le pharmacien a un rôle hyper important. Je pense que Renaud ne me contredira pas. On sait très bien que nous, dans notre pharmacie et dans l'arrondissement, on a toujours été aussi porteurs de la prévention primaire, essentiellement autour du diabète, par exemple. Hyper intéressant. Tous les ans, pendant une semaine, vous êtes pharmacien, vous faites de la prévention primaire et donc du dépistage, on va dire. En tout cas, vous essayez de définir la valeur seuil de taux de glycémie de vos patients pour savoir s'ils sont à risque ou pas. C'est super. Mais quand vous avez un patient qui a 3 grammes ou qui a 2,5 grammes, vous faites quoi? En fait, vous avez une valeur seuil et vous n'avez pas d'autre choix, entre guillemets, que de l'inquiéter un petit peu ou de lui dire, maintenant, il faut aller voir votre médecin, votre résultat est très élevé, c'est inquiétant, il faut une prise en charge. C'est intéressant, mais pour moi, ce n'était pas satisfaisant, ce n'est pas suffisant. Maintenant, à chaque fois que nous mettons en place des programmes de prévention primaire avec dépistage, et donc on les fait bien évidemment en pharmacie, mais c'est ouvert à tous les autres acteurs. Après, je ne vais pas vous mentir, on n'a pas encore trop réussi à convaincre ni les labos, ni les infirmiers de nous rejoindre parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais voilà, on fait une formation interpro, on a un spécialiste et un généraliste qui viennent nous expliquer où on en est sur les pathologies. On l'a fait dans l'infonction rénale, on l'a fait dans le diabète, et on fait ça 15 jours avant la semaine de la mise en place de ces programmes de prévention et de dépistage. Quand vous vous retrouvez à faire votre prévention, votre dépistage, vous savez, puisqu'on s'est organisé en amont, que vous avez 1 ou 2 spécialistes, 3 ou 4 généralistes qui ont gardé des créneaux ouverts, ce qui fait que dès que vous avez un patient avec une valeur d'alerte, vous avez une réponse immédiate. Et ça, c'est pareil. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer comme ça vous détend quand vous êtes en train de faire vos campagnes de prévention et de dépistage, parce que quoi qu'il arrive, votre patient va réintégrer un parcours de soins. Déjà, première question, avez-vous un médecin traitant? Il répond non. Ça tombe bien, moi j'ai ma CPTS. Donc déjà, première question, j'ai une réponse. Deuxième question, vous avez 2,5 de glycémie, c'est légèrement inquiétant, il va falloir voir quelqu'un. Est-ce que vous pensez pouvoir? La personne vous dit, non, je ne sais même pas ce que c'est, vous me parlez d'un truc, je ne comprends même pas. Ok, très bien. Demain à 18h, est-ce que vous pouvez aller voir tel docteur? La question est oui, le rendez-vous est pris, le patient est remis dans un parcours de soins. Donc, tout de suite, on a quelque chose qui a l'avantage d'accompagner complètement le patient, de le remettre dans un parcours de soins. Et ça, c'est pour ça que ça j'en parle, parce que je voudrais toujours convaincre mes confrères d'intégrer ces protocoles-là. Ils sont simples, efficaces. C'est Myriam qui fait tout le boulot, mais derrière, on a quelque chose de très construit, très structuré. Enfin, même chose pour la prévention VIH. On voulait faire une grande journée d'animation et de prévention autour du VIH, parce qu'on trouve que c'est important. Et aussi, territoire. Il se trouve que dans le 8e arrondissement, nous avons une cellule de l'association AIDE qui est présente, qui fait des consultations et des entretiens, des rendez-vous tous les mercredis. Et donc, depuis 2 ans, on travaille ensemble et ça se passe super bien. Conclusion, le 1er décembre, quand on décide de faire de la prévention et du dépistage VIH au sein des officines en libre accès toute la journée, on bénéficie de la chance d'avoir ce qu'ils appellent un trodeur, quelqu'un de chez AIDE, qui, en fait, nous accompagne de façon hyper structurée pour la simple et bonne raison que je pense que je sais à peu près parler prévention, à peu près parler contraception, mais quand il faut rentrer, excusez-moi, dans le vif des questions sur les pratiques à risque, sur les pratiques sexuelles, je ne suis pas le plus compétent, je pense. Et donc, je suis très content d'avoir quelqu'un qui sait faire ça, qui sait accompagner souvent des jeunes populations. Ça nous a permis, le 1er décembre dernier, de faire une quinzaine de dépistages. Bon, tous étaient négatifs, mais là aussi, s'ils avaient été positifs, on savait qu'on bénéficiait derrière de 3 médecins qui s'étaient rendus disponibles ce jour-là, qui auraient pu recevoir ces personnes en consultation si c'était nécessaire. Et tout ça avait été organisé lors d'une formation faite avec une excellente virologue. Donc, on avait derrière aussi, si besoin, tout un service prêt à nous aider. Donc, tout ça, ça nous permet, dans tout ce qui est premier recours, garde de triage, prévention, accompagnement des patients, de bénéficier d'un parcours complet et comme ça d'une offre qui nous permet d'être vraiment serein vis-à-vis des patients. Enfin, 2 petites subtilités qu'on a aussi mis en place dans notre SUPETES dont je veux parler parce que je les trouve assez amusantes. Dans nos obligations, on doit aussi faire de la prévention vers le grand public. Et nous, on a décidé de monter ce qu'on appelle des santé games. Donc tous les ans, d'ailleurs le prochain, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus, mais dépêchez-vous, c'est sur inscription.
Ce sera le mardi 6 juin de 18h à 20h. On propose à la population qui le souhaite de nous rejoindre pour en fait une marche ludique. Comme ça, on fait marcher les patients pendant 1 heure dans l'arrondissement avec une historienne d'art qui leur donne plusieurs informations sur les lieux un peu emblématiques de l'arrondissement, suivi d'1 heure d'échange où bien évidemment il y a un quiz avec des questions culturelles par rapport à la visite, mais aussi des questions santé. Et là, un spécialiste répond à leurs questions et leur donne des informations santé. Cette année, on a en plus noué un partenariat avec Move-toi, qui est une association d'APA, donc assistant en pratique avancée, activité physique avancée, adaptée, pardon, pour leur permettre à tous ceux qui le souhaitent de faire un bilan santé pour la reprise du sport. Parce que voilà, au comptoir, quand on parle aux patients du fait de reprendre le sport, il n'y a pas vraiment de refus. Les gens ne disent pas non, je ne vais pas le faire, mais ils disent je ne sais pas comment faire. Voilà, en fait, j'ai telle pathologie, j'ai du mal à prendre les escaliers, ça me fatigue, j'aimerais bien faire plus de sport, je ne sais pas comment faire. Donc là, on a décidé de travailler avec cette association-là qui va faire des bilans sport et les aider un petit peu à reprendre le sport sereinement, tranquillement. Et enfin, alors, ma grosse déception, c'est qu'on avait aussi monté une très belle soirée autour de l'autisme et de la musicothérapie, car on avait une excellente médecin qui travaille justement dans l'arrondissement et qui travaille à accompagner les patients autistes autour de la musique et qui en a derrière créé une chorale et devait nous faire un concert. Malheureusement, à cause de ces grèves du mois de mars, tout ça a dû être annulé pour des raisons de sécurité. Bref. Et enfin, prochain événement aussi que je suis assez content qu'on ait enfin réussi à mettre en place, tous ces professionnels de santé qui travaillent ensemble, en fait, ils le font assez généreusement. Ils donnent de leur temps, ils donnent de leur énergie. On vient de passer 2-3 années Covid pas vraiment relaxantes. Donc, on a décidé de mettre en place une étude qu'on a appelée l'étude ASTRE, adaptabilité au stress, où on va évaluer l'adaptabilité et la gestion du stress par l'ensemble des professionnels de santé et ensuite les inclure, eux, dans un parcours de soins. Leur proposer un parcours de soins de 6 mois pour améliorer leur stress à partir de ce qu'on va appeler une approche un peu plus en santé intégrative et holistique, travailler autour de la cohérence cardiaque, de la nutrition, du sport, du sommeil, du yoga, de l'activité physique adaptée et les aider aussi à retrouver du temps pour eux, un peu moins de stress et surtout le plaisir à travailler ensemble. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Éric, mille merci. C'est le genre de success story qu'on aimerait entendre plus souvent. On est dans un pays dépressiogène en ce moment, avec un système de santé que tout le monde voit basculer, s'effondrer comme un immeuble, une des Twins, le 11 septembre. Et on s'aperçoit que sur le terrain, alors on le savait un peu chez Neil, parce qu'on s'occupe beaucoup de questions de régionalisation, donc on est très en contact avec les professionnels de terrain. Mais on s'aperçoit qu'il y a des exemples absolument fabuleux, comme celui que tu viens de nous expliquer, qui, un, ne nous font pas perdre espoir, deux, dépassent un certain nombre de poncifs que beaucoup de personnes véhiculent au sein des instances politiques ou je dirais même sociales, parce que quand on s'adresse à un certain nombre de journalistes, ils ont l'impression qu'il n'y a plus rien à faire, que c'est l'eschatologie du système de santé et qu'il n'y a plus qu'à laisser tout ça mourir. Et en fin de compte, on s'aperçoit que sur le terrain, il y a des choses magnifiques comme celles que tu viens de nous exposer. Et je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions. Alors, je vais passer tout de suite maintenant à la séance des questions-réponses. Quand vous posez une question, remettez votre caméra, présentez-vous, et avant de la poser, levez votre petite main jaune, vous savez, que vous avez dans la barre d'outils, et je me fais un plaisir de vous passer la parole. François, première question pour toi. Oui, bonjour. Alors, je vais désobéir, je vais remettre ma caméra, je suis dans le taxi, donc désolé. Bonjour à tous. Merci Renaud, merci Eric pour cette présentation. Eric en particulier, ta présentation est très instructive et montre tout ce qui peut être fait. Donc merci pour tout ça. J'avais juste deux petites questions concernant le financement, puisque tu fais état de financement en particulier de financement de diététiciennes et puis de mise à disposition de créneaux pour les médecins.
Est-ce que tu pourrais nous préciser comment tout cela est financé? Est-ce que c'est pris en charge par l'assurance maladie? Est-ce que c'est le, la CPTS qui va prendre cela en charge? Alors, en ce qui concerne le financement, oui, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment parlé. Donc, si vous vous intéressez, les CPTS sont répartis en 4 tailles, 1, 2, 3 ou 4, en fonction de la population résidente. Donc, nous sommes une CPTS taille 1, moins de 40 000 habitants. Il y a 36 000 habitants dans le 8e. On a un financement par rapport à nos objectifs des missions socles. Trouver un médecin traitant, générer le deuxième avis, travailler en interpro, auxquels s'ajoutent des missions de parcours de soins et auxquels s'ajoutent des petits financements particuliers liés à la qualité des soins et à des choses qui sont dites un peu optionnelles, c'est-à-dire ce qu'on fait bien, des rencontres vers le public, ce genre de choses, qui fait qu'on a un budget d'environ 120 000 € à l'année. Ce budget est consommé, on ne va pas se mentir, à moitié par la coordinatrice, notre coordinateur, une fois chargée, etc., la coordinatrice, notre infirmière coordinatrice, et le reste permet de monter les projets ou de dédommager les professionnels de santé. Ce qui fait que quand on monte des parcours de soins avec des paramédicaux ou des professionnels non pris en charge, eh bien c'est la CPTS qui finance. Après, vous avez vu, on est sur des parcours qui sont sur une quinzaine de patients, sur des durées de 6 mois. Ça reste des budgets qui sont tout à fait cohérents. Après, quand nos professionnels de santé nous rejoignent pour faire les soirées de formation, on essaye de faire des buffets sympas, comme ça ils reviennent et pas que ça dure pas trop tard. Mais là, par contre, il n'y a pas de dédommagement. Et quand ils nous laissent des créneaux, ce sont des créneaux qui nous gardent en consultation supplémentaire. Donc, pour l'instant, pareil, ils n'ont pas été spécifiquement dédommagés. Après, voilà, si quelqu'un m'avait dit j'ai gardé l'après-midi pour toi, j'ai rien pu faire, on aurait pu trouver une solution, mais ce n'est pas spécifiquement dédommagé. Là, c'est juste de la coordination de soins, on travaille ensemble. Voilà. Par contre, derrière, quand nos 2 sages-femmes ont travaillé d'arrache-pied pour faire une formation interpro, monter un projet, etc., là, bien évidemment, le temps est dédommagé. Ça, c'est bien logique. Voilà. Pour compléter la question de François, monter un projet comme ça, c'est facile? Est-ce que l'ARS a été aidante? Est-ce que la CEPAM a été aidante? Est-ce qu'on est sur une histoire où tout le monde s'est mis autour de votre projet pour faire en sorte qu'il y ait tous les critères de réussite? Alors, c'est assez intéressant. En fait, bon, ça dépend de comment on veut monter les choses. Après, oui, alors l'ARS et la CEPAM, honnêtement, aucune difficulté dans le sens où on a eu plus de l'aide et de l'accompagnement que des difficultés. Après, mais il y a 2 choses. Il y a les visions politiques, hein, ils ont un objectif de monter des CPTS. Donc, si vous dites je veux monter une CPTS, ils vous disent oui. Après, il y a ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Là, pour faire très très simple aussi, un exemple que je trouve important, la vraie question, on le sait, notre ministre s'est engagé à ce que les patients sous AMD aient un médecin traitant. La question, c'est comment on fait. Nous, c'est 480 patients. Le dernier débat qu'on a eu avec l'assurance maladie, très positif et très construit, si on les laisse faire, c'est de nous dire, les gars, il faut que vous matraquiez vos professionnels de santé de mails, de SMS pour qu'ils prennent des patients en médecin traitant. OK, mais quelque part, ils le font déjà. 480, si je reprends mes chiffres, j'ai 45 médecins qui m'ont dit qu'ils pouvaient prendre des médecins traitants. Donnez-moi plutôt les noms des patients, je vais les appeler, je vais voir ce qu'ils veulent. Et si j'en gère 10 par mois, un par mois pour chaque généraliste, en 10 mois, je les ai faits. Donc, on essaye de trouver, nous, on voudrait trouver des choses un peu plus efficientes et pragmatiques, mais on est bloqué par cette impossibilité. Donc, c'est là où nous, on a le plus de difficultés. En fait, on voudrait faire des choses un peu efficaces, mais on n'a pas accès à tout. Donc, j'ai un grand nombre de patients qui n'ont pas de médecin traitant dans l'arrondissement. Je n'ai pas réussi à leur en trouver. Par contre, 100% de ceux qui ont demandé, j'ai réussi à trouver. Je pense qu'il faut aussi que le patient exprime son besoin, son souhait pour qu'on puisse le quantifier et y répondre. Sinon, ça ne marche pas. Donc, en fait, pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde soit responsabilisé. Sinon, on ne va pas y arriver. Donc, nous, c'est ce qu'on leur explique. Après, sur les financements, ça s'est plutôt bien passé. Après, c'est vrai qu'au début, on n'était pas tout à fait parti sur un projet de diabète. On trouvait que c'était compliqué à construire. Mais là, ça a été un souhait de l'ARS qui a dit, écoutez, c'est quand même une prévalence numéro 2 chez vous dans vos AND. Essayez de nous construire un projet. Donc, on l'a construit.
Et heureusement, on a su trouver des paramédicaux pour nous aider. Après, la difficulté, hein, c'est la même partout, c'est trouver des gens. Les gens sont assez motivés pour l'instant, donc ça, on pourra en reparler, mais c'est parce qu'on a la chance que ce ne soit pas obligatoire. C'est un débat, je pense que c'est parce que ce n'est pas obligatoire que les gens sont encore motivés et qu'on peut avancer. Mais il manque de temps, donc on est en recherche permanente de professionnels qui acceptent de nous accompagner et qui peuvent le faire. Il y a ceux qui veulent, il y a ceux qui peuvent. Et puis après, la vraie difficulté qu'on a, nous, sur notre territoire, c'est le foncier. Le foncier est catastrophique sur notre territoire dans un système de soins où les soins sont remboursés pour tout le monde à la même valeur. Quand vous avez un foncier qui vous coûte 5 à 10 fois plus cher que n'importe où ailleurs, c'est très, très, très compliqué de motiver des nouvelles générations à s'installer. Donc ça, c'est notre vrai défi pour l'avenir. Merci beaucoup pour cette réponse. Quentin, tu voulais poser une question? Oui, bonjour. Merci Olivier et merci Eric et Renaud pour la présentation. J'ai une question sur la gestion des pénuries de médicaments, puisqu'en tant que pharmacien, vous êtes au cœur de ces problématiques-là. Est-ce qu'être intégré au sein d'une PTS et donc souvent en contact auprès d'autres professionnels de santé du territoire, est-ce que cela permet de mieux gérer ces pénuries-là? Et est-ce que cela facilite, le cas échéant, l'orientation du patient? Je vais juste répondre pour notre expérience propre. Oui et non. Non, parce que ça fait 6 mois que je demande à tous les médecins de juste faire un tiercé d'antibio. Je ne sais pas si c'est très compliqué, mais un tiercé d'antibio, ce n'est pas compliqué. C'est-à-dire que le patient il a une pathologie, on lui demande de mettre 3 antibio et nous, on fait ce qu'on peut. Là, on gagnerait un temps de fou. Mais ça fait 6 mois que ça ne marche pas. Voilà. Donc, ça, je ne sais pas comment faire. S'il vous plaît, messieurs les médecins, vous mettez juste 3 antibio qui seraient susceptibles de fonctionner sur le patient, ou même 2, et nous, on se débrouille. Parce que mettre un antibio quand c'est de l'augmentin et que j'ai 2 boîtes et que passé 9 heures, j'en ai plus, c'est l'enfer. Donc là, ça, c'est pas possible. Après, oui, quand moi, j'arrive aussi à être au rendez-vous, c'est-à-dire ce qu'on essaye de faire, ce que j'ai essayé de faire, mais pas toujours, j'ai fait un peu, c'est d'envoyer tous les 15 jours à tous les adhérents de la CPTS une liste des produits qui étaient vraiment en rupture et des potentiels plus ou moins spécificités ou spécialités qui pouvaient le remplacer. Voilà, en disant ça, c'est en rupture, il reste le générique, ça, c'est pas en rupture, mais il y a d'autres produits dans la classe, par exemple les sirops, qui sont plus ou moins dispo. Le problème, c'est que c'est tellement mouvant et c'est tellement chronophage que c'est difficile à faire, mais ça permet au moins de lancer le débat. Après, là où ça a un peu aidé, c'est que en 3 ans, certains médecins de l'arrondissement ont fini par avoir un portable et quand vous voulez gagner du temps, vous pouvez utiliser cet outil. Toi, Renaud? Au micro, Renaud. Sujet, c'est le serpent, hein. Donc effectivement, notre capacité à améliorer ou à rendre les ruptures disponibles, ça fait partie, comment dire, du rêve ou de l'espoir. Il y a un vrai sujet autour de ça. Je pense qu'effectivement, la solution proposée par Eric avec, ou alors proposer une famille d'antibiotiques ou je ne sais trop quoi, ce serait sans aucun doute une solution que le pharmacien pourrait apporter, alors que le carcan de la prescription pure et dure d'un seul produit devient compliqué. Je voudrais 2 secondes, si vous me le permettez, revenir aussi. Moi, dans ma CPTS, il y a eu aussi au moins 2, au-delà des missions socles qui sont quasiment les mêmes pour tout le monde, des expérimentations qui sont intéressantes. Et la première, c'est le coaching des leaders. Par exemple, on a fait de la formation dans les lycées et on a pris des têtes de file que nos collègues médecins ont pu former un certain nombre, ne serait-ce que déjà sur l'hygiène, la santé en règle générale, et qu'ils ont été les porte-parole auprès des plus jeunes, puisque la santé, ça doit s'apprendre tout petit. On doit préserver sa santé tout petit. Et que ça a été un succès extraordinaire à tel point que le corps enseignant a souhaité avoir cette formation pour pouvoir transmettre ces informations au-delà de cette espèce de coaching par les grands vers les petits, vis-à-vis de l'ensemble des élèves qui fréquentaient les collèges ou les lycées, et ça a été, et c'est vraiment une avancée. Et il y a aussi un autre sujet qui est important.
notre collègue cardiologue a souhaité donner les bonnes règles pour avoir un dossier médical bien tenu, parce qu'à partir du moment où on a un dossier médical bien tenu dans un certain nombre de pathologies, ben on est déjà responsable de sa propre pathologie. Et que le premier acteur d'une pathologie, c'est quand même le patient lui-même. On peut avoir tous les spécialistes du monde autour de lui, si lui ne s'occupe pas. Et donc, ce dossier médical, alors lui, il aime papier, eh c'est respectable, avec un classement très rigoureux. Petit à petit, on y vient avec des outils électroniques, mais je pense que l'outil électronique où on va agrémenter sur un patient un certain nombre de données, si le patient lui-même n'est pas éduqué à sa propre santé, n'aura pas la même portée. Donc je crois que ces deux expérimentations qui sont de taille sont aussi tout à fait intéressantes à mettre en place, c'est-à-dire rendre le responsable, alors le patient chronique évidemment, mais aussi tous ceux pour lesquels on trouve des constantes qui peuvent être un petit peu hors des limites. Et là, je crois qu'il y a aussi quelque chose qu'il faudrait pousser un peu plus loin. L'URPS pharmacien Île-de-France, depuis des années, a mis en place le dépistage pendant souvent le mois de novembre du diabète. Et ben, c'est très bien, on trouve des personnes qui ont un taux de glycémie capillaire, puisque c'est ce que l'on a le droit de faire, sauf que derrière, on n'a pas de retour. Et qu'il serait logique qu'à partir du moment où cet effort est fait dans le territoire, dans le cadre d'une CPTS, ou non d'ailleurs, qu'il y ait un retour, notamment du médecin traitant, pour dire « j'ai pris monsieur X ou madame Y en charge ». Voilà ce que je lui ai prescrit et voilà comment est-ce que les choses se mettent en place. Et je souhaiterais, moi, en tant que président du RPS, que l'on donne pour... parce que vous savez que la glycémie capillaire n'est pas, ne permet pas le diagnostic, que l'on autorise le pharmacien et les autres professionnels, parce que je partage complètement l'approche pluriprofessionnelle de ce type d'action, que l'on puisse avoir accès à la prescription d'une analyse complémentaire, et en l'occurrence, dans le cadre du diabète, une glycémie veineuse qui est le début du diagnostic du diabète et qui est du coup, qui n'est plus un test rapide d'orientation, mais qui devient vraiment une réponse à une pathologie qui est sourde, et que si on ne s'en occupe pas vite, eh ben, ça peut se traduire par des dégâts assez monstrueux. Merci beaucoup, Renaud. Cette préoccupation de travailler en interpro, elle est capitale, et je crois que quand on voit les interventions d'autres acteurs de santé que sont les patients, on a eu quelqu'un d'une CPTS du pays d'Auray, en Bretagne, je crois qu'elle est vivement souhaitée et elle est vivement remerciée par les malades. Je crois que cette facilité, comme tu le disais, à décloisonner que vous avez à l'intérieur d'un projet territorial est quelque chose qui est absolument nécessaire pour faire en sorte d'améliorer la prise en charge de tous. Yves, je te passe la parole. Tu peux te présenter. Oui, bonjour, Yves Juillet. Donc, je suis à l'Académie de médecine, mais aussi à l'Académie de pharmacie. Merci à tous les deux c'était particulièrement intéressant et très pratique. J'ai une question pour Éric Mion à propos des CPTS. Donc, l'exemple qu'il donne était particulièrement intéressant, avec une spécificité parisienne qui est l'anonymat. En définitive, les gens ne se connaissent pas. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant de réussir à créer un territoire, même s'il est un peu fictif à l'intérieur d'un intramuros. Est-ce qu'on peut parler d'une couverture à l'intérieur de Paris par des CPTS, ou ce que vous décrivez est un cas isolé, il y en a très peu? Oh, il veut pas. Voilà. Non, à date, à ce jour, tout de suite, maintenant, normalement, tout Paris est couvert par une CPTS. La dernière qui manquait, c'était celle du 16e arrondissement, et tout s'est normalement signé, je crois, tout début du mois de mai.
Donc, il y a des CPTS. Après, pour des différentes raisons, soit des territoires ont été regroupés. Il y a une CPTS qui fait les 4 premiers arrondissements. Il y a une CPTS qui fait, si je ne dis pas de bêtises, le 5 et le 6, ou le 6 et le 7, toujours un doute. Et ensuite, chaque CPTS représente son arrondissement. Et il y a même la CPTS 13 qui était vraiment précurseur en la matière, et la CPTS 14 qui travaillent conjointement sur certains projets parce que c'est assez proche. Et ceci dit, je rejoins tout à fait cette idée parce que je n'ai pas tout développé, mais on avait fait pas mal de prévention autour des cancers, cancer du sein et cancer colorectal, et donc on a fait beaucoup d'animations et de formations interpro conjointement CPTS 8 et CPTS 9 parce que c'est beaucoup plus intelligent d'optimiser des ressources, qu'elles soient humaines et en termes de temps. Et donc voilà, donc il commence à y avoir des projets inter-CPTS construits. Après, ça fait 2 ans qu'on se retrouve à peu près tous les mois entre CPTS parisiennes. On a passé beaucoup de temps à construire le SAS et le SNP, donc le système d'accès aux soins et la gestion des soins non programmés. On va commencer petit à petit lors de ces réunions à faire des retours d'expérience où chacun commence un peu à raconter ce qu'il a mis en place dans sa CPTS, ce qui devrait, on l'espère, là aussi enrichir nos propres idées, nos propres expériences et nous faire gagner du temps sur certains projets. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Younes, il y a une question qui me taraude un peu. C'est quand tu nous as dit, j'ai découvert, alors que tu es professionnel installé avec une pharmacie qui est une pharmacie colossale sur le quartier, j'ai découvert des situations quand on a créé la CPTS en ce qui concerne les aspects populationnels. Est-ce que quelque part, ces informations, on ne pourrait pas en faire une sorte de... On ne pourrait pas imaginer une sorte de tour de contrôle d'un certain nombre de critères de diagnostic ou de vision géographique du territoire et qui puisse donner justement l'envie à ceux qui veulent créer des CPTS de s'apercevoir qu'il y a un certain nombre de priorités, de choses comme ça. Mais non, mais je pense que c'est ça l'intérêt de En fait, après, ça prend un peu de temps, hein, on ne va pas se mentir, mais quand vous voulez monter une CPTS, ça vous force vraiment à sortir du comptoir et à aller rencontrer des gens. Moi, les rencontres que j'ai fait au niveau des M2A, Maison des aidés des aidants, et des DAC, délégations d'appui à coordination, c'était assez intéressant parce que le médico-social et le pharmaceutique ne se croisent pas tout le temps. Et là, en fait, le fait d'avoir des contacts plus simples, ça ne change pas ma vie, mais maintenant, j'ai des accès plus faciles pour trouver un EHPAD, pour que quand quelqu'un vient vous dire mon mari est décédé, je ne sais pas du tout comment faire pour toucher les pensions de reversion, etc., bah, vous avez des gens vers qui orienter et eux sont aussi très contents de nous connaître pour nous réorienter quand il y a quelqu'un qui n'a plus de médecin traitant. Bah, voilà, c'est des liens qui, honnêtement, oui, c'est vrai, n'étaient pas vraiment fluides, voire existants avant et qui maintenant sont facilités. Alors, pareil, au niveau de la population, bah, oui, c'est vrai que des analyses plus fines m'ont permis de me rendre compte que la misère des Champs-Élysées, c'est vraiment ça, hein, c'est dans les derniers étages des Champs-Élysées qu'on trouve la plus grande proportion de population immigrée, de gens qui habitent où ils peuvent, donc j'imagine pas la partie la plus cossue de ces immeubles-là pour travailler à Paris. La vraie question, c'est demain, comment est-ce que je peux faire ça? Je vous l'ai dit, on a un des plus hauts taux de patients sans médecin traitant. Mais si je suis un peu taquin, le cadra qui bosse à Boston et qui n'a pas de médecin traitant, il ne me dérange pas, je m'en fiche un peu, c'est pas lui qui m'intéresse. Par contre, ces populations immigrées, ces patients en difficulté précaire pour qui le foncier parisien ajouté à la difficulté de la vie quotidienne font qu'ils n'ont absolument pas accès aux soins, c'est eux, comment est-ce que je vais pouvoir aller les rencontrer et comment est-ce que eux, je vais les remettre dans un parcours de soins. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de se fixer, comme je dis, c'est celui-là en fait, c'est comment est-ce qu'on va réussir à récupérer ceux qui ont besoin de nous et ne pas perdre de temps avec ceux qui n'ont pas besoin. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut faire des choix, quoi. Il faut une politique de l'aller vers. Ouais. Younes, question suivante. Olivier. Oui. Donc, Younes Telali, je suis pharmacien et consultant chez NIL. Et ma question portait sur la collecte des données. Est-ce que vous parvenez à agréger l'ensemble des données issues des expérimentations, des actions de prévention que vous avez via des indicateurs de santé? Je prends un exemple, vous parliez du diabète tout à l'heure avec le suivi de l'hémoglobine glyquée des patients. Est-ce que vous arrivez à suivre l'évolution moyenne de l'hémoglobine glyquée sur la population issue du 8e arrondissement
et voir si, avec les actions que vous avez mises en place, s'il y a une évolution favorable de l'état de santé de cette population. Ça, c'est la première partie de la question. Et la deuxième, toujours en lien avec les données et par rapport à ce que vous faites, est-ce que vous arrivez à nourrir des travaux de recherche? Donc, quels sont les liens que vous avez avec le monde universitaire pour qu'on ait des publications qui puissent s'inspirer ou en tout cas s'appuyer sur ce que vous faites et pour qu'à terme, on ait peut-être pas des guides de bonnes pratiques, mais au moins un aperçu des bonnes pratiques qui fonctionnent, qui pourraient être utilisées par d'autres professionnels de santé sur le territoire métropolitain et outre-mer, parce que je suppose qu'il y a aussi un gros besoin là-bas. Merci pour ces questions. Alors, on commence à y travailler de plus en plus. Alors non, je ne vais pas vous mentir, j'ai aucune vision d'évolution de la glycémie capillaire de la population du 8e sur les 2-3 dernières années. On a essayé de mettre ça en place. Non, j'aurais bien aimé, mais c'est impossible. Néanmoins, on a toujours essayé de collecter un peu de données pour y voir plus clair. Un exemple très, très simple, quand on avait fait, grâce à un partenaire, une évaluation de la fonction rénale, on nous avait prêté du matériel qui nous permettait là aussi, à partir du dextro, de déterminer une estimation du débit de filtration glomérulaire et du taux de créatinine, ce qui était hyper intéressant parce que l'idée, c'était vraiment de savoir, personne, la plupart du temps, ne connaît sa fonction rénale. Donc, c'était vraiment de sensibiliser les patients à la fonction rénale. Là aussi, pour la petite anecdote, c'était super. En fait, ce labo partenaire voulait organiser un dîner avec essentiellement les médecins de chez La Santé, parce qu'ils avaient déjà fait ce genre d'animation, en disant ouais, on pourrait refaire ça comme l'an dernier, c'était super, on vous a prêté 3 machines, vous aviez fait ça, une dizaine de diagnostics, c'était chouette, d'évaluation, pas de diagnostic. Et moi, j'aurais dit, mais c'est super, mais si on le fait en pharma, c'est mieux. Donc, en fait, on l'a fait pendant une semaine, on en a fait 270. Et sur ces 270, ce qui était génial, c'est qu'on a eu des résultats effarants. C'est-à-dire qu'un patient sur 2 avait soit une altération légère, soit une altération modérée. Et nous, notre objectif, ça a été de se concentrer sur les 27 qui avaient une altération modérée pour s'assurer que 15 jours après, ils soient remis dans un parcours de soins. Donc, on n'a pas... je m'intéresse un peu plus à l'homme que chiffre, donc j'avais plus envie de m'assurer que les 27 patients soient pris en main plutôt que de faire leur évolution. Mais néanmoins, notre étude ASTRE qu'on lance donc, en septembre, grande soirée de lancement demain soir, mais qu'on lance en septembre parce que justement, on veut pouvoir publier dessus. On est en train de faire le CPP, on est en train de faire la CNIL. Et donc là, on va demander à tous les professionnels de santé qui vont participer à l'étude de remplir un questionnaire de mode de vie, de remplir le PSS, qui est le questionnaire de l'évaluation du stress. On va leur faire, pour avoir un critère exogène, à partir d'une application, on travaille avec une start-up, une variabilité de la fréquence cardiaque. Et donc, on aura ce critère-là qu'on va répéter à l'inclusion à 3 mois et à 6 mois. Et on espère démontrer qu'avec le parcours de soins qu'on va leur proposer, leur adaptivité au stress va s'améliorer, qu'ils seront en meilleure santé. Et parce qu'on fait du soin, on a aussi noué un partenariat avec SPS, qui est une super association qui s'occupe du soin des professionnels de santé, pour tous les patients, enfin tous les professionnels de santé, mais devenus patients dans notre étude, sur lesquels on aurait des résultats d'alerte, on s'assure qu'il y ait une prise en charge de ces professionnels de santé avant que ça devienne trop compliqué. Donc là, sur notre prochain projet, on espère faire une publication, on espère commencer à... Mais en fait, c'est un peu chronophage, hein, mais c'est super. On verra, ça pourrait être super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Gilles Bérengard, vous êtes président de Élus Santé publique et Territoire, et oui. Je suis très heureux de vous passer la parole. Gilbert. Merci Olivier, bonjour à toutes et à tous. J'ai été très heureux d'entendre ces succès SORI. À titre d'élu local, mon questionnement, c'est l'avenir. Je suis persuadé qu'il est important qu'on ait une réorganisation de l'offre de soins ambulatoires. Et pour moi, la CPTS, en tout cas dans mon territoire albigeois, j'ai poussé à ce que se mette en place une CPTS. Mon questionnement, il est double. C'est d'abord ce caractère volontariste, une incitation à faire. Est-ce qu'il ne faudra pas aller plus loin? Et ma deuxième question, c'est ce soutien. Vous savez que le monde hospitalier a bénéficié des travaux de l'ANAP, l'Agence nationale d'amélioration de la performance, qui a donné un certain nombre de guides, de partage d'expériences, donc de soutien très fort pour faire évoluer les pratiques. Est-ce que j'aurais aimé avoir
vos sentiments là-dessus, sur ce caractère encore facultatif, et puis sur le soutien. Est-ce que vous estimez que vous avez suffisamment de soutien ou pas pour faire évoluer vos structures? Merci. Alors, comme vous êtes un élu local, je vais vous répondre, ça c'est important. On a eu beaucoup de chance, nous aussi, au niveau des élus locaux de notre arrondissement qui nous ont soutenus. Ça, toujours. Ça, depuis le début, on a eu des locaux pour faire des centres de vaccination hyper efficaces. On a eu du soutien aussi pour que notre coordinatrice puisse avoir un bureau au début, commencer à travailler sans qu'on fasse des frais inconsidérés. Enfin voilà, donc ça c'est hyper important et c'est vrai que c'est vraiment la clé de voûte. Et d'ailleurs, Madame la maire du 8e est dans notre bureau parce que voilà, on pense que c'est important d'avoir des représentations locales. Comme je vous l'ai dit, nous, une de nos difficultés, c'est qu'on n'a aucune structure hospitalière. Donc, on sait que dans nos prochains projets, petit à petit, pour l'instant, on a la chance d'avoir assez de spécialistes qui ont des réseaux suffisamment coordonnés. Mais demain, si on devait faire des études à plus grande échelle, on aura besoin de partenariats avec des structures hospitalières. Donc, il faut qu'on voit comment on va organiser tout ça. Et ce n'est pas simple parce que les structures hospitalières parisiennes sont excellentes, mais un peu débordées aussi. Après, pour ce qui est des moyens, ce sera toujours la même question. C'est-à-dire que on est dans des professions où la rémunération est contrôlée et maîtrisée. On est dans des territoires où le coût de la vie est très élevé. Donc, on a des réelles difficultés. Voilà. C'est clair et net. Un de nos objectifs, c'est de se dire que si on a une CPTS un peu attrayante, on pourra peut-être faire venir des professionnels de santé dans notre arrondissement. Mais on essaye, alors c'est pas simple non plus, et c'est pas moi qui gère ça, mais justement, certains des libéraux de la CPTS travaillent avec ça, avec la mairie, avec d'autres acteurs, pour qu'on puisse demain trouver des locaux à des tarifs adaptés. Enfin, voilà, on a un besoin d'aide à beaucoup de niveaux sur la rémunération et sur le foncier. Donc, on essaye d'y travailler aussi. Mais ce sont des projets qui sont un peu plus longs à construire, malheureusement. Alors, pour aller plus loin sur la question de Gilbert, moi, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que les élus locaux, je suis quasiment sûr de la réponse, parce que je suis comme Gilbert, je suis élu local, je n'ai aucune vision de ce qui se passe. Est-ce qu'ils ont une perception, ou est-ce que vous leur avez transmis une perception de la situation sanitaire telle que tu nous l'as décrite, donc pour qu'ils puissent prendre conscience de ce qui existe, premier point. Et en même temps, est-ce qu'ils ont un intérêt à ça? Est-ce que c'est une question qui les a titillés ou pas? Et la deuxième, c'est il y a les élus locaux dans une cité, mais tu as parlé également de tas de choses qui sont du domaine de la santé, mais qui intéressent des clubs de sport, qui intéressent des sociétés de musique. Il y a beaucoup il y a des conservatoires par exemple, dans les arrondissements de Paris. Est-ce que cette société civile, d'une certaine manière, vous avez réussi autour de vos projets à les intégrer, à travailler avec eux, à faire en sorte que la santé ne soit plus simplement une question de sanitaire ou de prise en charge ou de prévention, mais également un projet sociétal. Quand on a vu que la Covid a arrêté le pays, on peut se dire que positivement, la santé peut être aussi un formidable facteur d'animation de quartier comme vous le faites avec vos événements et ainsi de suite, et donc intéresser un certain nombre d'autres partenaires. Alors là, c'est rigolo parce qu'on l'a fait justement, et c'est amusant de tester le conservatoire. En fait, on retrouve les mêmes difficultés que dans tous les domaines où quand c'est local, ça marche, dès que ça passe au national, ça marche. Enfin, pour faire simple, le conservatoire est venu nous voir en disant il y a un excellent conservatoire dans l'arrondissement, mais ils nous disent tant les professeurs que les élèves, de par leur position physiologique stable et longue à jouer l'exercice, à jouer de l'instrument, ont des difficultés ensuite motrices, donc il faut les travailler au niveau des préventions des troubles musculo-squelettiques et au niveau de la kinésithérapie. Donc ils nous ont dit aidez-nous à construire un programme autour de ça. On a fait une réunion avec un médecin du sport, avec notre IPA, avec une certaine équipe et avec les gens du conservatoire. C'était extraordinaire, on a défini les besoins, c'était super. Et en fait, pour qu'on puisse aller plus loin, parce que ça fait rentrer quelqu'un dans le conservatoire, il fallait que ça remonte au rectorat. 6 mois après, c'est toujours pas redescendu. Voilà, il y a un truc, tu vois, donc on a des choses qui arrivent à se construire. Et puis tout d'un coup, quand il y a un autre acteur, entre guillemets, un peu plus haut, bah là, ça ne redescend pas. Mais voilà, on ne lâche pas l'affaire, on travaille avec eux. Après, les élus locaux, ils sont assez conscients. Après, ils ont…
notre maire nous accompagne très bien, elle est plus concernée par le fait qu'on puisse réussir à prendre en charge les 240 000 personnes qui travaillent sur l'arrondissement pour l'instant. Donc ça, c'est un peu sa priorité. Et c'est vrai qu'elle nous aide à soutenir un peu le fait que notre CPTS aurait peut-être besoin d'un petit peu de booster parce qu'on est contraint par cette population résidente qui parfois nous laisse des moyens qui ne sont pas suffisants pour mettre des programmes de grande ampleur. Si demain, on arrivait à mettre des programmes de grande ampleur, la CPTS ne pourrait pas tout payer, donc il faudrait qu'on trouve d'autres financements. Question suivante pour Catherine. Catherine Cornibert. Catherine, tu nous entends? Tu peux remettre ton micro? Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Catherine Cornibert, directrice générale de l'association SPS. Merci beaucoup et en tout cas, Eric, de ton intervention et surtout un des premiers partenariats qu'on a liés avec les CPTS en France sur la santé des soignants. Et effectivement, ça fait partie d'une des missions optionnelles que vous avez dans les CPTS. Je salue effectivement cette initiative et j'encourage d'autres CPTS effectivement de nous rejoindre parce qu'on est intégré dans la mission ministérielle effectivement de la santé des soignants et d'ailleurs il y a une étude qui va bientôt paraître. Moi je voulais que tu nous donnes un petit peu plus d'informations sur l'étude que tu es en train de mener qui est pour nous effectivement hyper intéressante parce qu'on connaît ô combien la souffrance des professionnels de santé qui n'est pas connue parce que ça reste toujours honteux. À quelle échéance tu vas pouvoir donner des résultats et comment tu les implantes? Merci Catherine. L'idée, c'est de lancer cette étude, on espère, tout début septembre, parce qu'en fait, on est à peu près prêt, mais on s'est dit que si cette étude ne donnait pas lieu à une publication, parce qu'on espère avoir des résultats positifs, ça serait dommage. Donc en fait, le protocole, les critères d'inclusion sont à peu près écrits, mais là, on est en train de passer tout ce qui est CPP, CNIL, etc. Et donc, ça prend un petit peu de temps. Donc, l'idée, c'est de lancer l'étude en septembre, de proposer à l'ensemble des professionnels de santé du 8e arrondissement de lancer cette étude de façon à pouvoir faire 6 mois de suivi et donc avoir d'ici 9 mois ou 1 an les résultats. Après, je ne veux pas trahir de secret parce que ce n'est pas encore confirmé, mais notre objectif serait aussi pour avoir des données d'évaluation de l'adaptabilité au stress à l'aide du questionnaire qu'on utilise, de la variabilité de la fréquence cardiaque et du PSS, peut-être de proposer rapidement à la CPTS 9 de nous rejoindre pour faire une évaluation avant étude et ensuite de voir si on arriverait à mettre en place cette étude chez eux aussi, mais avec 3 ou 6 mois de décalage pour avoir un peu plus de données antérieures. Voilà. Nous, notre objectif, démarrage en septembre, 6 mois d'études, sachant que, et ensuite le temps d'analyser, donc on espère d'ici 1 an y voir plus clair. Merci beaucoup Eric. Renaud, j'ai une question pour toi. Quand on est président de l'URPS, pharmacien, en Île-de-France, comment on peut susciter des projets comme ça? Toi, tu étais en même temps vice-président de ta CPTS. Je ne sais pas du tout où elle se situe, mais comment on peut susciter, comment on peut aider, comment on peut faire la promotion de projets comme celui qui a été monté par Eric avec un certain nombre d'autres professionnels? Ça fait partie des missions de l'URPS que d'informer. Nous avons aussi une structure qui s'appelle l'AUIF, qui est une association inter-URPS, avec des chargés de mission qui sont là pour essayer d'accompagner, d'aider et répondre à un certain nombre de questions. Et puis, c'est aussi le retour d'expérience. C'est-à-dire que toute mission, toute nouveauté que l'on met en place, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Et c'est peut-être pas la peine à chaque fois qu'on réinvente le fil à couper le beurre, avec tout ce que j'ai entendu avec Eric, mais aussi des réalisations de ma CPTS qui se trouve sur le territoire, sur Rambouillet Territoire, donc la communauté de communes de Rambouillet Territoire, puisque j'exerce à Rambouillet. De la même manière, on met en place des choses, et ce qui serait bien, c'est que toutes les bonnes orientations, que l'on puisse avoir un vadémécum les bonnes pratiques et qu'on ne perde pas de temps à réinventer ce qui a été fait ailleurs, l'adapter bien sûr au territoire, parce que la spécificité, c'est ça. D'ailleurs, est-ce qu'on en a besoin ou pas? Est-ce que les problèmes
de Rambouillet ou du Larzac sont les mêmes que celui du 8e arrondissement, probablement que pas, mais en tout cas avoir un fonds qui va être mis à disposition des expériences réussies et qu'on va pouvoir généraliser ça peut-être à terme en fonction des besoins de chaque CPTS, de chaque structure, que ça ne vienne pas du haut, et qu'on ne dise pas, ah, mais ça, c'est une bonne idée, donc on va le généraliser, ça va devenir une mission socle. Non, il faut qu'on l'adopte, qu'on l'adapte pour les besoins du territoire. Et je crois qu'il faudra, mais encore une fois, nous sommes particulièrement investis à l'URPS. Eric en est la preuve, évidemment, dans ce domaine, mais d'autres, un collègue, ma sœur kinésithérapeute, a monté aussi une CPTS du côté de Meudon, etc. Donc, on voit bien qu'on est drôlement investi et que, à travers les questions, on voit aussi que le besoin est là et qu'on veut aller plus vite que la musique. Ça ne fait que quelques mois, on ne peut pas dire années encore, hein, que les CPTS se sont mis en route, que maintenant on a une couverture relativement importante en termes de CPTS et il va falloir qu'on mette en commun nos expériences et les retours que l'on a. Voilà. On découvre. Alors, Eric a dit qu'il découvrait après 20 ans d'exercice son quartier, mais c'est pareil pour moi et pour tout le monde. Il y a des choses. Quand on fait du vélo, à force de regarder son guidon, on ne voit pas où on va. Donc là, petit à petit, on lève la tête et on se trace des objectifs en fonction aussi de ce que les autres ont fait. J'aime beaucoup l'allégorie du vélo à Paris, justement, parce que s'ils avaient un peu moins la tête dans le guidon, on aurait peut-être évité une certaine forme de traumatologie. C'est ça. Je crois que c'est vrai qu'il faut pouvoir sortir la tête de l'eau pour aller envisager d'autres choses et d'autres façons de travailler ensemble. Et je trouve que votre exemple est tout à fait magnifique. Germain, tu voulais poser une question. Ce sera la dernière, puisque j'ai plus d'autres mains levées. J'avais une question peut-être un peu plus politique à vous poser. Il me semble que la volonté initiale au moment de la création des CPTS, c'était de dire évitons de créer un machin administratif supplémentaire, laissons la main à un professionnel de santé de territoire pour s'organiser et répondre aux besoins de la population. On a là, la semaine prochaine, une proposition de loi qui va arriver sur le bureau de la Commission des affaires sociales, qui est portée par Frédéric Valtou, qui propose de rendre obligatoire l'adhésion des professionnels de santé du territoire à la CPTS de leur territoire lorsqu'elle existe. Est-ce que, je voulais savoir quelle était votre opinion sur cette proposition, et puis savoir si en rendant obligatoire cette participation, on aura bien des CPTS avec un bon maillage, avec des professionnels de santé dedans, mais finalement, ça risque pas d'avoir un peu l'effet inverse. On va un peu casser la dynamique des CPTS. On aura les CPTS, mais finalement peu de projets, parce que des professionnels qui n'ont pas forcément envie de s'y impliquer, et finalement un effet un peu contre-productif de la volonté initiale. Merci. Moi, je vais être assez clair là-dessus. C'est ce que j'ai dit quand on a refait nos élections de bureau après parce qu'en fait, on a refait un bureau il y a pile un mois, hein, donc après mes 2 premières années de présidence, et où ils ont fait l'honneur de me reconduire. Tant qu'il y aura du plaisir, tant qu'on sera libre, tant qu'on pourra faire des choses un peu hors des clous et qu'on pourra tester, expérimenter, ça fonctionnera. On sera partant et ça marchera. Je crois que si on arrive sur quelque chose de trop étatisé, de trop cadré, ça ne nous amusera plus et je pense que ça marchera beaucoup moins. Moi, je pense qu'il faut rester sur le volontariat, il faut qu'on arrive à démontrer que c'est utile pour les professionnels de santé. En fait, c'est ça notre rôle, c'est de montrer qu'on peut vraiment les aider, qu'on peut être utile pour eux, pour les faire adhérer, pour les faire venir. Ça consomme quand même pas mal d'énergie, et je sais que dans notre bureau, on ne donnera pas cette énergie-là à juste fédérer des acteurs qui n'ont pas envie de participer. Pour ma part, d'abord, le mot obligation, j'ai horreur de ça.
et dans mon esprit, la CPTS, c'est tout sauf une obligation. Mais dans la proposition qui est faite, c'est qu'on n'aura plus de démarche à faire pour faire partie de la CPTS. Très bien. Avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire cette boîte à outils qui petit à petit va se construire avec la CPTS d'Éric, avec la mienne, avec celle de mon copain Yvan et bien d'autres. On va probablement trouver des outils et chacun va trouver l'outil qui lui correspond, sans être obligé pour autant d'essayer de savoir où, comment, combien d'heures, etc. Et que, notamment par exemple, la dispensation protocolisée. Il y a des protocoles validés par les autorités de santé. Il y a quand même un frein, c'est que ne peuvent la mettre en œuvre que quand on est dans une CPTS organisée. Voilà. Il y a encore des régions en France où les CPTS n'existent pas. Donc ça veut dire que la population, parce qu'ils n'ont pas trouvé des leaders ou des gens qui étaient moteurs, ne vont pas bénéficier, alors qu'il y en a d'autres qui ne veulent pas être moteurs, mais qui sont prêts à rendre ce service à la population, qui sont prêts à trouver des moyens mis en œuvre, notamment par les autres, avec les succès que l'on pourrait connaître, qui pourraient aider à trouver du temps médical, qui pourraient apporter une première réponse. Et donc, moi, je suis plutôt partant et plutôt content de cette possibilité-là, avec, je l'ai dit tout à l'heure sur l'exemple de Montréal, mais les exemples sont nombreux. La cystite avec la dispensation du Monuril ou l'Amox dans le cadre d'un TROD angine positif. Est-ce qu'on doit adhérer à une CPTS pour pouvoir le faire, alors que là, je n'adhère pas, mais c'est l'organisation du territoire. J'ai fait les formations. Par contre, il faut un cadre, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas les gens n'importe où, n'importe comment et de n'importe quelle façon. On a su le faire pendant la Covid. Vous avez, la liberté, on a fait des tas de choses. Les renouvellements des traitements chroniques, on l'a fait, il y a eu 0 débordement. Le renouvellement, y compris des produits comme le Subutex ou la méthadone, on a eu le droit de le faire. Et bien tout ça, il faut que ça devienne protocolisé. Est-ce que franchement, quelqu'un que l'on suit, moi j'en ai plein dans mon officine, autour du Subutex et de la méthadone, et bien si par hasard il a raté son jour, eh ben il ne va plus avoir ses produits. Donc s'il y a un protocole, l'information du médecin comme quoi un tel est venu et sa prescription n'était pas à jour, mais que j'ai honoré, etc., avec les questions qui vont bien, parce que ce sont des personnes que l'on suit, on est en capacité, l'empathie, Éric en a parlé, nous sommes tous dans cette j'espère, dans cette dynamique-là. L'essentiel, c'est que le patient, à un moment, puisse avoir une réponse à ces questions. Par contre, ce qui est évidemment monstrueusement important, c'est l'information. S'il y a un médecin qui suit le même patient, il n'a pas pu recevoir, ok, j'ai renouvelé, voilà, je te le dis, pouf pouf, tout va bien, et dans les conditions machin, et je n'ai rien à signaler, ou j'ai tel et tel truc à signaler. Point terminé. Donc c'est ça l'organisation. Et je pense qu'il faut, je crois que le mot obligation entraînerait des obligations, une règle, un machin. Non, il faut laisser faire les professionnels de santé. Ils se sont comportés merveilleusement pendant plus de 2 ans autour de la crise. Et bien qu'on continue les choses, que le bénéfice que l'on a pu avoir sur cette période, que ça puisse devenir aussi une généralité, puisque c'est une expérience réussie. Voilà, donc moi je suis plutôt très partant pour cette ouverture et que tous les professionnels d'un territoire, quand la CPTS existe, sont de fait membres de la CPTS.
Alors, on a une dernière question. Il y a Alain Olympie qui veut la poser. Alain, il est un peu porte-parole justement des patients. Il a passé toute sa carrière essentiellement à s'occuper des malades au sein des associations, en particulier de l'AFA. Donc, Alain, je te passe la parole. Oui, d'abord, merci et bravo. J'ai eu la chance, ça c'est quand on est un peu âgé, de vivre les réseaux dans le temps, qui avait été dissous malheureusement avec voilà. Moi, je voulais saluer, enfin, avec Eric, on se connaît, on est intervenu nombreuses fois ensemble sur différents sujets. C'est vrai que les CPTS, enfin, les patients ont soutenu dès le départ. Moi-même, je suis intervenu, il y avait Gérard Raymond, etc., à Bordeaux, dans un grand congrès de pharmaciens il y a quelques années. Moi, je crois qu'effectivement, le pharmacien, c'est un pivot central. C'est plus un témoignage, hein, évidemment. Et je dirais, votre chance, c'est d'avoir finalement le lieu où le plus de personnes passent par rapport aux autres professionnels de santé. Donc, il faut vraiment mobiliser les pharmaciens dans les CPTS. C'est peut-être, et puis, vous l'avez dit, ce lien au bénéfice des patients, quelles que soient effectivement les conditions de vie sociale, l'impact psychologique, etc., c'est essentiel. Alors, bon, la petite inquiétude que j'ai, c'est toujours pareil, c'est évidemment la pérennité, mais vu les promesses gouvernementales, etc., et puis je pense que les premières évaluations des CPTS, il y a Agnès Firmin-Lebaudot, je crois, qui fait le tour des CPTS. Elle est passée chez vous, Eric, ou pas? Non, elle n'est pas venue. Ouais, c'est parce que vous êtes trop près, c'est pour ça. Voilà. Bon, mais je pense que voilà, l'évaluation elle est en cours. Je pense que le pèlerinage actuel d'Agnès Firmin-Lebaudot, ça prouve qu'il y a vraiment enfin, la volonté de. Là, on voit qu'il y a enfin une solution pour les entre guillemets de proximité pour les patients. Et c'est vrai qu'à Paris, c'est plus facile de monter un CPTS que les maisons de santé, peut-être donc sur l'organisation. Voilà, c'était juste un témoignage. Puis effectivement, je compte bien sur la représentation des patients au sein des CPTS. Je pense que c'est indispensable. Moi, j'ai travaillé avec un CPTS dans le Nord et je vois bien enfin, tout l'apport qu'on peut donner aussi d'être ensemble. Donc la représentation des usagers, évidemment, elle est obligatoire, si j'ose dire, au sein des CPTS. Mais j'ai bien noté que vous travaillez avec un bon nombre d'associations. En tout cas, on est là. Là, je prends ma casquette au France Asso Santé, représentant des usagers à la PHP, voilà, au conseil de surveillance, pour dire que tout le monde est là et évidemment à vos côtés. Voilà, c'était plus un témoignage et un bravo, un encouragement et voilà, à la fois pour les pharmaciens, évidemment, et tous les professionnels de santé au sein des CPTS. C'était pour argumenter encore sur le positif de tout ça. Merci beaucoup, Alain. Un dernier mot, Eric ou Renaud? J'ai quelques annonces à faire après, mais on débordera de 2 minutes. Peut-être un dernier mot en m'adressant à tous les pharmaciens qui nous écoutent. Engagez-vous. Vous êtes déjà engagés dans la profession. On exerce les uns et les autres, je crois, avec beaucoup d'empathie, de professionnalisme, de respect et de rigueur notre métier. Donc, il faut s'engager dans cette structure CPTS. S'il n'y en a pas, il faut la créer. Et s'il y en a, il faut adhérer, être moteur, être force de proposition. Et puis, voilà, c'est magnifique tout ce qui se passe. Je suis plus vers la sortie que vers l'entrée de cet exercice. C'est extraordinaire, l'évolution des rapports. Et puis, surtout, s'il vous plaît, on enterre définitivement les corporatismes qui bloquent tous les systèmes et toutes les évolutions. Travaillons ensemble, on le fait régulièrement, on se retrouve régulièrement et ça se passe toujours très bien. Et bien, continuons ça et puis oublions que dans un autre monde, dans un autre siècle, il y avait les corporatistes et que nous, on ne fait plus partie de ces gens-là. C'est un joli message. Eric ?
Ce sera un peu le même message que Renaud, c'est pharmaciens, appliquez-vous dans vos CPTS, construisez-les, ça c'est sûr. L'avantage, on est sur un territoire, donc en fait, à quelques exceptions près, les corporatismes tombent et c'est pour ça, je pense que les CPTS doivent garder cette liberté d'action, doivent continuer à être structurés, organisés et gérés par les professionnels libéraux, ça c'est vraiment important, je pense que si on veut que ça continue à fonctionner. Et après, c'est un petit peu de temps, c'est un peu d'implication, mais vous y gagnez énormément en sérénité, qualité de travail et en échange et en découverte. Et c'est vrai que le fait de travailler avec des professionnels de santé impliqués autour de chez vous, c'est vraiment une chance au quotidien. Et pour nos patients, c'est une vraie opportunité, donc il faut s'en saisir. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux, c'était tout à fait passionnant et exactement, c'est Alain qui résume bien ce que je ressens. Un Café Nil hyper positif avec plein de projets, ça fait vraiment partie des choses qu'on aime voir à l'agence. À ce sujet d'ailleurs, je vous invite, et on vous recontactera pour ça, je vous invite à au moins déposer un poster dans les prochains états généraux de la santé en région qu'on va organiser en décembre avec Gilbert Hangard et l'association Élus Santé Publique et Territoire. On a décidé ça. C'est un beau projet. Et vous savez qu'on fait toujours une séance de posters. Et ces posters ont pour objectif justement de raconter des success stories. Et donc, il y a des success stories à raconter dans tout ce que vous nous avez dit. Et à mon avis, j'ai identifié au moins 2, 3, 4 posters possibles en ce qui vous concerne. Donc ça fait partie du premier point que je voulais vous annoncer. Le deuxième, c'est que, comme l'a mis Solène dans le chat, on a fait une étude et on s'est appuyé sur les compétences de Solène, puisque Solène représente NIL en Grand Est. Elle est directrice générale de NIL Grand Est. On a fait une étude avec les CPTS pour analyser les soins de premier recours. Et on a interviewé un certain nombre de personnalités. Et ça, on l'a fait également avec l'Observatoire de la régionalisation, qui est un think tank qu'on a créé autour de ces questions régionales. Donc, on a un livrable qui sera disponible le 5 juin prochain et sur lequel on communiquera vraiment à partir du 15 juin. Mais il y a des enseignements qui rejoignent parfaitement ce que vous avez dit tous les deux et qui sont tout à fait intéressants. Il y a la question des data aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais bon, c'est un sujet en tant que tel. Encore merci à Eric et à Renaud, et à très vite pour les prochains rendez-vous. Merci à encore. vous.